Tu as réussi parce que cette réunion est en cours d'enregistrement. Bien, alors je vais en profiter tout de suite pour présenter Jean-Pierre. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, apparemment tout le monde le connaît. Notre cher Jean-Pierre, connu par tous, magistrat honoraire, conseiller doyen honoraire de la Cour de cassation, ancien président de la commission des clauses abusives, membre titulaire de cette même commission, ancien secrétaire général de l'ENM, juge à la Cour de cassation. Voilà. J'espère que j'en ai pas oublié parce que la dernière fois, tu m'as dit que j'avais oublié une pelure ou deux. Oui, mais quand on est un vieil oignon comme moi, on est plein de peau. Non. Et bien évidemment, ancien président du A32. Je te laisse la parole, Jean-Pierre. Ancien trésorier du A32. Oui. Alors, il vous paraîtra peut-être un peu singulier de parler de justice dans un thème consacré aux espaces, mais finalement, j'ai accepté la proposition qui m'a été faite par le Conseil, proposition qui au départ était lancée sur quelques idées générales et qui ensuite a obliqué en quelque sorte pour tenir compte en fin de compte de la grande méconnaissance de cette institution par l'essentiel de nos concitoyens, et par conséquent je vais essayer de faire un tableau assez large de cette situation. Alors, pour commencer, je vous dirais que la justice est sans doute la seule institution de l'État qui porte le nom d'une vertu. Et cette situation est génératrice à la fois d'attentes de la part du public, car chacun de nous a une conception, une vision de ce que peut être la justice, même lorsqu'on le voit de façon distanciée. Et évidemment, ces attentes sont souvent déçues, quelquefois déçues, parce que la justice est un service géré par des hommes, au service des hommes, et par conséquent, imparfait comme toute action humaine. Il y a aussi ce que j'appellerais, sinon des préjugés, du moins quelques idées préconçues qui traînent sur la justice. D'abord parce que les seuls enseignements relatifs à la justice sont, à ma connaissance, portés dans les facultés de droit. Et la seule information donnée au public relève souvent soit de la filmographie qui est en général faite à partir de films de pays anglo-saxons, donc des juridictions qui fonctionnent d'une manière totalement différente de celle que nous connaissons en France, et d'autre part aussi les situations dans lesquelles, à la faveur de dysfonctionnements, les médias, et notamment la presse, pointent du doigt telle ou telle situation juridictionnelle, judiciaire, de nature à susciter de fortes critiques. Et il en existe, comme je disais tout à l'heure, cette justice est tout à fait humaine. D'autre part, nous vivons dans une société dans laquelle l'évolution générale conduit à une plus grande complexité des relations interpersonnelles, dans laquelle le judiciaire est obligé de s'immiscer en raison notamment de situations contractuelles de plus en plus variées, difficiles. Souvent, si vous voulez, on est passé en quelque sorte du contrat à prestation simultanée. Vous achetez votre baguette, vous payez votre pain, à des contrats d'exécution successive. Je pense notamment au développement du crédit, qui est générateur de nombreux contentieux. Autre élément qui a amené un recours plus grand à la justice, c'est le développement de l'aide juridictionnelle, aide judiciaire autrefois, ce qui fait que, effectivement, cette multiplication des recours a entraîné un encombrement. Et pour vous donner un ordre de grandeur, quand je suis entré dans la magistrature au début des années 1970, en début 71 exactement, l'effectif des juges était le même que sous le Second Empire. Vous voyez. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que
les décisions prises par les juges sont rendues au nom du peuple français. Donc cela signifie à la fois une responsabilité à l'égard de l'ensemble de la population, mais cela aussi représente le rôle fondamental de cette institution pour assurer l'existence d'un véritable droit, d'un véritable état de droit dans notre société, état de droit fondamental au plan individuel puisqu'il apporte la sauvegarde ou la garantie des libertés, mais aussi de l'honneur des personnes et de leurs biens. Et au plan de la société, il est un facteur, il est conçu en tout cas comme cela, comme facteur de paix sociale et de protection. C'est notamment tout l'aspect du droit pénal dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, pour commencer, un petit élément anecdotique, ce que j'ai appelé dans mon propos les lieux judiciaires. Vous savez à quel moment l'introduction des lois est un phénomène extrêmement ancien. Ce qui me frappe, c'est que par exemple dans la Genèse, l'alliance de la loi par l'intermédiaire de Moïse se fait juste après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire après la sortie de l'esclavage, au moment où le peuple hébreu devient un peuple libre et autonome, c'est-à-dire propre à façonner lui-même sa propre loi. Bon, je ne sais pas situer historiquement le moment où cela se présente, mais cela induit bien que toute vie dans une société libre implique des règles juridiques et, par voie de conséquence nécessaire, des instances chargées d'appliquer ces règles juridiques. Vous avez entendu parler aussi du Code d'Hammurabi. Je n'ai pas pris le loisir de vérifier la date à laquelle il remonte, mais c'est déjà quelque chose d'extrêmement ancien pour la zone mésopotamienne, qui est quand même un creuset de civilisation. Nous avons aussi la loi des 12 tables à Rome, au 7e siècle, avant Jésus-Christ, sauf erreur de ma part. Ceci pour dire que très souvent, enfin le plus souvent, la justice a été l'émanation d'un puissant, qu'il s'agisse d'un roi, qu'il s'agisse d'un seigneur. Et assez curieusement, on le constate encore dans notre pays, les services judiciaires ont été installés dans le palais du roi ou dans le palais du seigneur et ont à terme délogé le seigneur ou le roi. J'en prends pour exemple le palais de la Cité, qui était le palais des rois de France. On siège encore actuellement dans ce qui a été la chambre de Saint-Louis, la chambre où dormait Saint-Louis. Enfin, c'est vraiment, la Sainte-Chapelle était la chapelle palatiale érigée par Saint-Louis pour abriter les reliques qu'il avait achetées au moment des croisades. Donc, ceci pour dire, alors on le voyait à Paris, puisque le tribunal de Paris, pour partie, a été délogé. Ça se voit notamment à Nevers, où le palais de justice est installé dans le palais ducal de Nevers. Ça se voit plus près de nous à Poitiers, où le palais de justice, je crois qu'il ne l'est plus maintenant, mais pendant très longtemps, a été installé dans le palais des comtes de Poitiers. Et à Bordeaux, très longtemps, alors c'était encore le Parlement à l'époque, puisque nous sommes toujours dans la même lignée, le Parlement était installé au palais de Lombrières, qui était la résidence bordelaise des ducs d'Aquitaine, comtes de Poitiers. Néanmoins, au XIXe siècle, on a entrepris un gros effort de construction de palais de justice, et ce qui est assez typique, c'est que finalement, ces bâtiments-là empruntent une architecture particulièrement sévère et un ordonnancement destiné à impressionner. Je ne sais pas si vous avez eu le loisir de vous promener dans un palais de justice, mais les salles d'audience sont toujours organisées de façon à impressionner. J'en prends pour exemple la première chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, où les rangs du public doivent être à 1 mètre ou 1,50 m en dessous de l'estrade sur laquelle se trouvent les juges, et avec un recul de quelques 7 ou 8 mètres dans une salle qui doit mesurer une dizaine de mètres sous plafond,
et 25 ou 30 mètres de profondeur sur 15 de large, quoi, vraiment un espace assez considérable. Voilà. Alors, je comprends que vous ne les fréquentiez pas, ces lieux-là, parce que ce sont des lieux peu, voire mal fréquentés, puisque souvent la population qui est obligée d'aller dans les palais de justice, elle y va à son corps défendant, si j'ose dire, et ce n'est pas la population que vous fréquentez usuellement, j'imagine. Bon, alors, laissons l'anecdotique. Alors, je vais vous parler maintenant de l'institution judiciaire. Elle est ancrée dans l'histoire, puisqu'elle a hérité des attributions, de certaines attributions, des attributions juridictionnelles des anciens parlements, originellement faisant partie du Conseil du roi. C'était une des commissions, en quelque sorte, du Conseil du roi, chargée de régler les litiges, le roi étant considéré comme détenteur de l'ensemble des pouvoirs. Et à cette époque-là, les parlements, d'ailleurs, avaient non seulement des pouvoirs juridictionnels, mais également des pouvoirs que l'on pourrait qualifier de politiques, en tout cas d'assez largement administratifs. Il suffit de se reporter à ce qui s'est passé au moment des guerres de religion à Bordeaux, où des gens comme la Boétie ou même Montaigne ont été chargés de missions, notamment pour pacifier les troubles qui s'étaient produits dans la région d'Agen. Au XVIIIe siècle, les penseurs ont réfléchi à cela, et je ne peux pas laisser de côté, évidemment, le souvenir de Montesquieu, et a été élaborée la théorie de la séparation des pouvoirs, qui était considérée comme une garantie contre l'arbitraire. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Actuellement, et depuis la Constitution du 4 octobre 1958, l'institution judiciaire est considérée comme une autorité. Elle n'est pas un pouvoir, elle est une autorité, c'est la terminologie employée par la Constitution. Cette autorité reçoit des garanties légales, et ces garanties sont placées sous la... sont dues en quelque sorte sur la surveillance du président de la République lui-même. Dès la situation actuelle que nous connaissons, qui est considérée comme plus protectrice des droits des justiciables, est une situation de double degré de juridiction, c'est-à-dire que chaque justiciable peut faire juger son procès 2 fois sur l'ensemble du fait et du droit devant des juridictions. Alors, il y a eu plusieurs systèmes, je ne vais pas entrer dans le détail. Actuellement, il y a à la base une instance du premier degré. Alors, actuellement, il y a eu une réforme récente pour laquelle je n'ai pas trouvé de statistiques, donc je vous sers les statistiques de la réforme antérieure. Il y avait en 2019 164 tribunaux de grande instance et 285 tribunaux d'instance. Actuellement, cette situation a changé. Les tribunaux de grande instance ont changé de nom en quelque sorte. Ils sont devenus des tribunaux judiciaires. C'est le tribunal judiciaire. Alors, à la base, il y a ce qu'on appelle le tribunal de proximité, qui connaît en matière civile des litiges dont l'intérêt est inférieur à 10 000 €. Ensuite, le tribunal judiciaire et toute une série de juridictions spécialisées, notamment juridiction d'instruction du premier degré, juridiction pour enfants, cour d'assises, tribunal de commerce, conseil de prud'homme. Cela entraîne un grand éparpillement et par conséquent un contentieux que je considère personnellement comme parasitaire, qui est un contentieux de compétence entre les différentes juridictions, parce que bien sûr, les plaideurs quelquefois c'est justifié, d'autres fois c'est fait de mauvaise foi, essaient de tirer argument d'une incompétence d'attribution, d'une incompétence territoriale entre les différentes juridictions. Les décisions de ces juridictions sont susceptibles d'appel devant actuellement des juridictions confiées à des magistrats plus expérimentés, plus anciens, qui siègent dans des cours d'appel. Vous connaissez le nom, il y en a 36 en France. Et
Alors, la particularité pour les cours d'assises, puisque maintenant existe un droit d'appel en cour d'assises, les cours d'assises obéissent à ce qu'on appelait, qu'on appelle théoriquement l'appel circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, l'appel est porté devant une juridiction de même degré, il n'y a pas de cour d'assises d'appel. La cour d'assises d'appel est du même niveau que la cour d'assises de jugement. C'est compréhensible puisque ce sont des juridictions dans lesquelles, en fait, la décision est prise, les règles de majorité s'appliquant ainsi, la décision est prise par les citoyens. Alors, ces deux degrés de juridiction fonctionnent pour le fond et la forme, enfin le fond et la forme. Bon, je simplifie beaucoup, hein. Et il y a un troisième degré qui n'est pas un troisième degré de juridiction, qui est en fait une juridiction régulatrice, qui est unificatrice de l'interprétation et de l'application du droit, et qui couronne le tout, qui est la Cour de cassation, qui n'est pas une Cour suprême, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas connaître du fond du litige lorsque, par exemple, elle considère que le juge a mal jugé, soit qu'il n'ait pas rempli son office, soit qu'il ait mal appliqué la loi, elle ne peut pas trancher le litige, sauf dans des cas très très particuliers où elle constate une prescription, mais bon, je ne veux pas entrer dans ces détails, et elle renvoie le jugement s'agissant à la juridiction qui a statué au premier degré. Alors, une indication particulière, d'abord les attributions de ces juridictions, c'est l'application de la loi civile dans les litiges civils, qui représente grosso modo 55% du contentieux, ou l'application de la loi pénale, qui est la plus connue dans le public, qui représente à peu près 45% du contentieux. Alors, il faut observer que les mêmes juridictions ont des attributions civiles et pénales, mais elles sont désignées différemment, ce qui brouille un peu les cartes encore pour le public, puisque le juge de proximité, lui, ne change pas de nom, il est compétent au civil, je vous l'ai dit, mais il est aussi compétent au pénal pour les contraventions des 4 premières classes. Le tribunal de police connaît des contraventions de 5e classe. Le tribunal correctionnel, qui est au niveau du tribunal judiciaire, ancien tribunal de grande instance, connaît des délits, c'est-à-dire des infractions punies jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Et comme je vous l'ai dit, pour les crimes, vous le savez, il y a une juridiction spécifique qui est une juridiction mixte composée à la fois de juges professionnels et de citoyens tirés au sort, qui est la cour d'assises. Alors, il y a d'autres juridictions qui sont accessibles aux particuliers, qui sont les juridictions administratives. Vous en avez entendu parler certainement. Je n'en parlerai pas ce soir, sinon pour dire qu'il y a les tribunaux administratifs comme juridiction de premier degré. Parce que, si vous voulez, l'histoire, en gros, c'est que la règle de séparation des pouvoirs interdisait aux juges civils de se mêler des affaires de l'administration. Et on s'est très vite rendu compte que l'action de l'administration pouvait causer des dommages. Et par conséquent, on a bricolé, enfin, le Conseil d'État existait parce que le Conseil d'État, comme les parlements d'Ancien Régime, hérite du Conseil du roi. Et c'est un organe qui n'est pas seulement juridictionnel, c'est un organe juridictionnel, mais aussi un organe qui intervient dans l'élaboration de la loi à un certain niveau. Et donc, on a créé d'abord les conseils de préfecture, et c'est devenu les tribunaux administratifs. Et récemment, on a créé un double degré de juridiction en la matière, puisque autrefois, il n'y avait qu'un degré de juridiction et la cassation devant le Conseil d'État, mais le Conseil d'État ayant un rôle de Cour suprême, c'est-à-dire jugeant le fond aussi. Et actuellement, il existe des cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Donc là, ce sont les litiges qui opposent les particuliers à l'État ou aux personnes morales de droit public, ou des litiges entre personnes morales de droit public lorsqu'il y en a. Et bien entendu, comme il y a des problèmes de compétences discutés entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, il a fallu créer un tribunal spécial pour régler ces problèmes de compétences qui s'appelle le tribunal des conflits. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, en ajoutant quand même qu'il existe aussi, vous le savez je pense, des juridictions financières qui sont chargées de contrôler les comptes des comptables publics et de donner leur avis sur la gestion des deniers publics, qui sont les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes à l'échelon national. Voilà. Alors maintenant,
je vais aborder un sujet plus intéressant sans doute, qui est celui des acteurs de la justice. Et je vais commencer par faire un petit rappel des textes. Il y a un texte qui est devenu fondamental, qui est postérieur à, enfin, oui, postérieur à notre, qui est le texte, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui fournit un élément fondamental. Je vous le lis. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Et j'ajoute, le jugement, ce texte précise que le jugement doit être rendu publiquement. Alors c'est vraiment un texte tout à fait fondateur, même s'il intervient tardivement dans la chronologie. Ensuite, il faut bien sûr voir ce que dit la Constitution de 1458. En son article 64, elle dit « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Et enfin, les magistrats du siège sont inamovibles. » Alors, de ce dernier texte, on peut tirer plusieurs éléments. D'abord, sans être un pouvoir, l'autorité judiciaire n'est pas un service public ordinaire, comme peut l'être une administration. Et le signe que l'on en a, c'est que tout ce qui la régit doit passer par une loi organique qui, dans notre ordonnancement juridique, est une norme qui se situe entre la Constitution et la loi ordinaire, avec cette particularité que la loi organique est systématiquement et obligatoirement contrôlée, enfin fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas besoin de recours de quiconque pour obtenir ce contrôle est de plein droit. Ensuite, alors, dernier point de la Constitution, pardon, c'est l'article 66. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe. J'ai pris les éléments essentiels. Donc, vous voyez, indépendance, inamovibilité des juges et rôle de gardien de la liberté individuelle. Alors, pour ce qui concerne les magistrats, en France, on a fait un choix qui est particulier à notre pays, je crois. Enfin, il n'est pas spécifique, il n'est pas unique, mais c'est-à-dire qu'on a choisi un corps, on a créé un corps unique, on dispose d'un corps unique pour des fonctions différentes, à savoir les fonctions de ministère public et les fonctions de jugement. Alors, fonction de ministère public, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Alors, le ministère public, ce sont les magistrats qui sont chargés, dont la mission est de faire appliquer, je simplifie, parce qu'il y a faire appliquer la loi pénale. Ce sont eux qui exercent ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire l'action qui doit aboutir à l'application de la loi pénale. Alors, cela veut dire que ces magistrats sont soumis à des règles de recrutement identiques, pour l'essentiel un concours, à une formation identique qui, sauf erreur de ma part, a toujours lieu à l'École nationale de la magistrature, à la même déontologie et à la même discipline, avec cette particularité que les instances disciplinaires des juges et celles des magistrats du ministère public ne sont pas les mêmes. On aurait pu concevoir des situations différentes, vous le savez. Dans d'autres pays, les juges sont élus, peuvent être élus, c'est le cas notamment aux États-Unis d'Amérique. Les agents de poursuite peuvent être totalement... Quelqu'un parle. Allô? Allô? Bon, est-ce que je peux continuer à parler? Tout le monde m'entend? Oui, oui. Oui? Bien.
Oui, il y a eu un petit souci, mais toujours. Je ne sais plus, j'en suis. Oui, ce que je voulais dire ensuite, c'est que il pourrait y avoir des corps séparés, ou il pourrait, par exemple, on voit le cas au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, où les juges sont désignés parmi les anciens avocats. Ce sont des situations tout à fait différentes. Alors, en France, nous avons donc ce corps unique. Alors, il y a donc les magistrats du ministère public. Alors, je vous donne toutes les dénominations parce qu'elles circulent et c'est quelquefois générateur d'incompréhension. Alors, les magistrats du ministère public, on les appelle aussi les magistrats du parquet. Parquet, pourquoi? Parce que les juges étaient assis sur une estrade, alors qu'à l'origine, sous l'Ancien Régime, les avocats du roi, c'était une époque où encore l'intérêt personnel du monarque n'était pas totalement différencié de l'intérêt de la société. Et les avocats du roi, ils étaient au sol. Donc, ils étaient sur le parquet. Voilà d'où ça vient. Alors, ces magistrats du ministère public portent différentes dénominations suivant la juridiction dans laquelle ils sont, suivant leur grade. Alors, il y a, je passe très vite, il y a les substituts du procureur de la République, le premier substitut, le vice-procureur, le procureur de la République. Voilà, ça c'est en gros pour les tribunaux de base. Ensuite, à la cour d'appel, il y a les substituts du procureur général, qu'on appelle substituts généraux, les avocats généraux, qui sont un grade au-dessus, et le procureur général, qui est le chef du parquet de la cour d'appel. Et à la cour, mais alors, vous voyez le risque de confusion entre avocat général et avocat tout court. Oui. Ce qui n'a rien à voir. Et ensuite, à la Cour de cassation, il y a des avocats généraux et premier avocat général et procureur général. Alors, donc je disais, les magistrats du ministère public, leur rôle essentiel, c'est de faire appliquer la loi pénale au nom de la société. C'est-à-dire qu'ils recueillent les plaintes, ils dirigent la police judiciaire lorsqu'elle accomplit des enquêtes, avec cette particularité que dans notre pays, les services de police sont à la fois police administrative et police judiciaire, d'où quelquefois des chevauchements de compétences, ou voire même ça peut dégénérer en conflit, entre d'une part le procureur de la République, qui est chargé de l'enquête judiciaire, comme chef de la police judiciaire, et le préfet, qui est le patron de la police. Bon. Ensuite, le procureur de la République peut, si l'affaire est compliquée, décider de saisir un juge d'instruction pour que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction. C'est obligatoire en matière criminelle, c'est facultatif en matière délictuelle, mais quand les affaires sont compliquées, il n'y a souvent pas moyen de faire autrement, et notamment quand il y a lieu d'envisager une mise en détention de la personne soupçonnée. Et il peut aussi, bien sûr, poursuivre directement devant la juridiction de jugement. La particularité du ministère public, c'est d'être placé dans une situation de subordination hiérarchique. Cette subordination est parfaitement compréhensible dans la mesure où l'application de la loi pénale, la loi pénale elle-même, elle est décidée par le législateur, mais en fait, c'est le pouvoir exécutif qui, dans le principe, a l'obligation de la faire appliquer, et qui donc peut définir des critères de politique pénale, et donc il m'apparaît parfaitement légitime que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, soit compétent, par l'intermédiaire de son directeur des affaires criminelles et grâces, pour donner des instructions de poursuite dans telle ou telle direction. Alors actuellement, parce qu'il faut bien entendu que la politique pénale soit appliquée de manière homogène dans notre pays, et cela relève du gouvernement, c'est l'article 20 de la Constitution. Mais pour autant, alors dans l'ancien système, système que j'ai connu personnellement, il y avait à cette subordination hiérarchique un tempérament très fort qui était la liberté de parole à l'audience. C'est-à-dire que même si
le magistrat du ministère public recevait des instructions écrites de la part du ministre de la Justice par l'intermédiaire du procureur général de requérir dans tel sens dans une affaire, et à l'époque ça pouvait être dans une affaire individuelle, il déposait des conclusions écrites dans le sens des instructions reçues, mais il avait la liberté de dire que ça n'était pas ainsi qu'il fallait juger. J'ai été peu de temps au parquet, mais j'ai eu l'occasion non pas d'appliquer cette situation, mais de me trouver en désaccord. J'étais jeune substitut à l'époque avec mon procureur de la République. Nous nous sommes trouvés en désaccord sur la manière de poursuivre une affaire. En deux mots, j'estimais qu'il fallait que ça aille devant la cour d'assises, il pensait qu'il fallait que ça aille devant le tribunal correctionnel. C'est une pratique courante qu'il y ait la correctionnalisation, parce que, bon, je suis un peu éloigné maintenant du droit pénal, mais à l'époque, lorsque deux individus volaient une voiture dans la rue, ils étaient passibles de la cour d'assises, parce que c'était un vol en réunion commis de nuit. Bon, vous voyez qu'on ne pouvait pas, si on avait passé devant la cour d'assises tout ce qui était un crime selon la définition légale, les cours d'assises auraient dû siéger du 1er janvier à Saint-Sylvestre, on n'aurait pas épuisé le contentieux. Et cette fois-là, on s'était trouvé en désaccord, et il m'a dit, bah, écoutez, je prendrai l'affaire à l'audience. C'est-à-dire que alors que j'étais de service d'audience le jour où l'affaire est venue, il a tenu le siège du ministère public pour prendre ses conclusions. Voilà. Et ça n'a jamais troublé nos rapports personnels, pour vous dire que la liberté existait. Alors actuellement, la situation a changé, en ce sens que le garde des Sceaux, enfin le ministre, ne peut donner que des instructions générales, mais il n'a plus la possibilité de donner des instructions dans le domaine des poursuites individuelles. Ce qui est quand même une protection supplémentaire pour les personnes. Ça veut dire que le pouvoir politique, même par la voie du ministère public, ne peut pas, au moins théoriquement, interférer sur une décision de justice. Le procureur de la République, par conséquent, doit contrôler la légalité des moyens qui sont mis en œuvre au cours de l'enquête. En général, puisqu'il la dirige, il veille à ce que l'enquête soit faite à la fois à charge et à décharge dans le respect des droits des personnes concernées, qu'il s'agisse de la victime, qu'il s'agisse du plaignant ou de la personne suspectée. Donc voilà, très rapidement brossé, la situation des magistrats du ministère public ou dit du parquet. Alors il y a ensuite les magistrats qu'on appelle magistrats du siège, parce qu'ils sont assis. Alors ils sont assis sur une estrade. En fait, ce sont des juges. Ce sont les juges, c'est-à-dire les gens qui doivent décider. Alors, ils portent des noms différents suivant les juridictions. Ce peuvent être des simples juges, ce peuvent être des juges, des premiers juges, des vice-présidents, des premiers vice-présidents, des présidents, des conseillers dans les cours d'appel, des présidents de chambre dans les cours d'appel, des premiers présidents dans les cours d'appel, et à la Cour de cassation, qui est un peu particulier, ce sont des conseillers. Bon, il y a le doyen qui est le vieux de la formation, et puis les présidents de chambre et un premier président de la Cour de cassation. Il y a en plus à la Cour de cassation des magistrats que l'on appelle les conseillers référendaires, mais qui n'ont pas grade de conseiller à la Cour, qui sont intégrés à la Cour, mais en fait c'est pour écluser le travail, si vous voulez. Parce que le contentieux de la Cour de cassation est si important que les juges de cassation n'y suffiraient pas. Alors, ils ont un devoir d'indépendance. Alors, cette indépendance, elle leur est promise, mais ils en ont un devoir, car leur indépendance est une garantie de l'état de droit. Alors, cette indépendance, on pourrait la qualifier d'objective, en ce sens qu'il y a des garanties statutaires qui entourent leur nomination et leur avancement, de manière, en quelque sorte, l'idée étant que la prise de décision soit à l'abri de toute intervention. Ce que je puis dire aussi, c'est qu'il y a une égalité totale des juges dans le délibéré. Autrement dit, la voix d'un hiérarque ne compte pas plus dans le délibéré que la voix du plus jeune magistrat.
Et puis, mais il y a aussi ce que l'on pourrait appeler l'indépendance subjective. Et ça, c'est peut-être la mission la plus délicate. Parce que non seulement il faut décider en fonction des règles applicables et des règles dans lesquelles s'exerce l'office du juge, c'est-à-dire notamment le principe de la contradiction, la détermination de sa décision sur les seuls éléments contradictoirement débattus entre les parties, hors de tout élément venu à la connaissance personnelle du juge. Il y a aussi la juste distance, enfin j'emploie le terme juste, la distance qu'il faut à la fois maintenir à l'égard du justiciable, c'est-à-dire que, parce qu'elle est en tout cas significative de l'impartialité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir une écoute empathique du justiciable, mais en même temps, il ne faut pas que cette écoute soit trop sympathique, parce que si elle est sympathique, elle peut donner l'image ou le risque d'une prise de position en faveur du justiciable. Et puis, il y a aussi, et c'est très important, la distance à l'égard de soi-même. Parce que nous sommes tous des hommes qui jugeons, des hommes ou des femmes, parce qu'il y a beaucoup de majorité de femmes maintenant dans la magistrature, mais ça ne change absolument rien. Mais nous devons nous méfier de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos propres opinions, de nos propres choix éthiques, de nos propres choix politiques, de tout ce à quoi nous tenons, pour essayer de rester le plus distancié possible par rapport à soi-même pour prendre une décision. Il faut aussi avoir de la distance à l'égard des attentes supposées de la hiérarchie. Ça peut arriver dans certains cas, car c'est la hiérarchie qui évalue l'activité de chaque magistrat. Les magistrats sont notés, actuellement on dit évalués, de mon temps on disait notés. Donc il y a ce problème-là, qui a quand même un rôle non négligeable dans l'évolution de la carrière du magistrat. Et puis, actuellement, on a introduit, récemment d'ailleurs, une rémunération au titre de la performance. Mais évidemment, la performance, j'espère que les critères qui ont été utilisés pour la déterminer sont le plus objectifs possible. Mais vous voyez le risque que cela peut présenter, que la rémunération dépendant de l'appréciation de la performance, le juge ait envie de faire plaisir à celui qui jugera de la performance. Bon. Donc quelques dangers quand même, donc une assaise nécessaire. Et puis il n'y a pas seulement ça, les juges sont affectés dans la juridiction, dans les différents services de la juridiction par le président, à l'exception de quelques juridictions spécialisées comme le juge pour enfants ou le juge d'instruction. Mais le juge peut décider de vous mettre je ne dis pas dans un placard, mais dans un secteur qui ne vous intéresse pas trop, ou à l'inverse, dans un secteur qui s'est très chargé. Comme ça, vous allez ramer pendant un certain temps et vous serez en difficulté. Vous voyez, il y a toutes sortes de pièges qui, évidemment, sont de nature, objectivement, à porter atteinte à l'impartialité, la liberté du magistrat. Et dans ces éléments-là, je parlerai aussi des moyens mis à la disposition des juges par le ministère de la Justice. On parle, j'ai vu récemment dans la presse qu'on parlait d'une augmentation de 21% du budget du ministère de la Justice. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, le budget du ministère de la Justice représentait moins de 1% du budget de l'État. Donc il ne fallait pas s'attendre. Et le budget de la justice, ça comporte aussi le budget des prisons, hein, puisque les prisons, ça fait partie de la justice. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'avec ces sommes-là, on puisse faire tourner un service admirablement. Et ce qui est très bien, je trouve, c'est le texte de la Convention européenne des droits de l'homme sur le délai raisonnable. La France a été condamnée à ce titre à plusieurs reprises. Parce que pour juger dans un délai raisonnable, il faut disposer de moyens. C'est-à-dire à la fois des hommes, mais aussi du matériel. Et ces moyens, évidemment, notre pays est en train en quelque sorte, essayer de rattraper le retard. Il y a aussi la distance
tenir à l'égard des attentes supposées du pouvoir politique. Lorsque, dans certaines affaires très sensibles, celui-ci a manifesté un point de vue. Alors, ça peut être quelquefois très, comment dirais-je, très ténu comme élément, mais il est des cas dans lesquels il faut faire attention. Et puis aussi distance à l'égard de l'opinion. Je pense en particulier dans les cours d'assises. L'opinion qui est relayée par la presse ou qui est orientée par la presse et qui par conséquent attend telle ou telle décision. J'ai le souvenir, à l'époque où je présidais la cour d'assises, dans une affaire extrêmement difficile, d'avoir ressenti par comment dirais-je, le défaut l'absence de fidélité des comptes rendus d'audience par la presse, de voir combien il y avait de ce point de vue-là une forme de pression sur les jurés. Ensuite, il y a un devoir d'impartialité. Alors, l'impartialité, bon, elle a un caractère objectif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître, un juge ne peut pas connaître deux fois la même affaire. C'est-à-dire que, compte tenu des délais qui s'écoulent, le juge peut se trouver au tribunal quand l'affaire a été jugée, puis se retrouver à la cour d'appel quand l'affaire vient à être jugée devant la cour d'appel, et se retrouver à la cour de cassation quand l'affaire vient devant la cour de cassation. Alors ça, c'est un cas objectif. Le juge, en général, n'attend pas d'être récusé, il se retire lui-même lorsqu'il se rappelle l'affaire dans laquelle il est intervenu. Lorsque il ne se le rappelle pas, le justiciable a toujours le droit de le récuser. Ensuite, il y a l'impartialité à caractère subjectif, c'est-à-dire qu'il ne faut avoir aucun lien de parenté, d'alliance ou de communauté d'intérêt avec le justiciable, avec un des justiciables dans une affaire que l'on va juger. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler la délicatesse personnelle, c'est-à-dire la situation dans laquelle le juge se trouve embarrassé, pour des raisons diverses, d'avoir à juger telle affaire, soit parce qu'il connaît les personnes, même s'il n'a aucun lien avec elles d'intérêt ou autre. Ça peut arriver quelquefois dans une ville. Vous pouvez avoir été invité à dîner chez quelqu'un, et puis, quelque temps après, le ruche industriel qui vous avait invité à dîner se retrouve en état de faillite avec une banqueroute frauduleuse et poursuivi devant le tribunal correctionnel. Bon, il est évident que si vous avez dîné à sa table, il vous est extrêmement difficile de composer le tribunal correctionnel qui va le condamner. Donc, en général, le juge se déporte. Ensuite, autre élément, situation, c'est leur responsabilité. Les juges peuvent encourent une responsabilité pénale. Alors, bien sûr, pour des infractions, mais il y a des infractions spécifiques, qui est l'infraction de forfaiture, qui est lorsque le juge refuse de juger. Ensuite, poursuite disciplinaire. Et enfin, responsabilité civile, lorsque, alors elle est au second degré en quelque sorte, lorsque l'État a été condamné par la faute d'un juge à l'égard d'un justiciable, l'État peut se retourner contre le juge pour obtenir l'indemnisation. Voilà. Et puis enfin, une dernière garantie d'inamovibilité. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça veut dire tout simplement qu'un juge ne peut pas être, comment dirais-je, ne peut pas être déplacé de ses fonctions s'il n'y consent pas, sauf bien sûr motif disciplinaire. Ensuite, alors, concourent également à l'exercice de la justice les greffiers et les fonctionnaires de justice. Alors, je n'ai pas dit le nombre de magistrats. Actuellement, les magistrats sont environ, j'ai eu du mal à trouver des statistiques fiables, autour de 8000, hein, un peu plus de 8000 actuellement. Dans mon souvenir, c'était 4000 quand j'ai commencé. Vous voyez, en 40 ans, en gros, le nombre de magistrats a doublé, de juges. Donc 9000 greffiers, un certain nombre de fonctionnaires de justice. Alors les greffiers sont les garants de la procédure. Lorsque des procès-verbaux doivent être dressés, ce sont eux qui les écrivent et ils les signent, ce qui concourt à leur authenticité. Ils signent aussi les jugements, au même titre que le président de la juridiction et à la Cour de cassation, le conseiller qui a rapporté la décision.
et ils assurent la conservation de l'ensemble des actes. Ils sont recrutés par concours et ils sont formés. Ils ont une formation spécifique à l'École nationale des greffes. Et puis, enfin, concours à la justice, une profession qui est totalement indépendante de l'État, qui est la profession des avocats, vous le savez. C'est une profession libérale indépendante. Libérale, ce qui lui donne la plus entière liberté dans l'exercice de la défense des clients devant les tribunaux. Vous le savez, les avocats sont regroupés en un barreau qui est administré par un conseil de l'ordre, lequel est présidé par un bâtonnier qui est élu. Les avocats ont l'obligation d'exercer leur profession avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ce sont les termes même de leur serment. Cela se traduit par l'obligation, pas toujours respectée, semble-t-il, selon le proverbe, d'avoir avec les confrères des relations confraternelles, la confraternité. Vous connaissez le proverbe qui court les palais, c'est, j'ouvre les guillemets, la confraternité, virgule, cette haine fraternelle. Fermez les guillemets. Bon, respect bien sûr envers les magistrats, c'est quelquefois, ça se traduit notamment par l'obligation de ne pas donner sciemment d'informations fausses. Pas toujours respecté, je peux l'attester personnellement. Obligation, bien sûr, de donner des conseils, obligation de prudence, et également obligation de diligence envers les clients. Bien entendu, les avocats sont tenus au secret professionnel et leur comportement professionnel est soumis au contrôle disciplinaire de conseils de discipline, siégeant au niveau de la cour d'appel, regroupant des membres des différents conseils, des différents barreaux de la cour d'appel et susceptibles de prononcer à leur encontre des sanctions qui peuvent aller de l'avertissement à la radiation. Leur rôle dans le déroulement du procès est majeur. Ce sont eux qui assistent ou représentent les parties. Alors assistent, ça veut dire être à leur côté. Représentent, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes les parties. Lorsque devant la juridiction, la représentation est obligatoire. Alors il y a le cas particulier de la Cour de cassation et du Conseil d'État où il y a des officiers publics qui représentent les parties qu'on appelle les avocats au conseil. Ce sont des officiers publics un peu comme le sont les notaires. C'était le cas autrefois des avoués à la cour et des avoués au tribunal qui ont été supprimés, ce qui à mon avis est une erreur, mais je pourrais en parler si vous me posez la question. Donc, ils assistent et représentent les parties. Ils sont en quelque sorte première loge pour le respect du principe de la contradiction. Alors, qu'est-ce que c'est que le respect du principe de la contradiction? Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ça veut dire que dans le débat judiciaire, les arguments et les pièces doivent être connus à l'avance de toutes les parties pour pouvoir être discutés valablement devant le juge. C'est très important, c'est fondamental pour ce qui est de la loyauté du procès. Donc cette profession réglementée est une profession qui comporte une formation spécifique, non seulement des connaissances juridiques, mais en plus un examen particulier qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et comme je le disais, cette profession fait l'objet d'un contrôle disciplinaire. Je crois avoir fait le tour des différentes personnes qui s'agitent dans les palais de justice. J'en viens maintenant très schématiquement à vous présenter comment se déroule un procès. Alors, il faut faire là la distinction entre le procès pénal et le procès civil. Donc, le procès pénal, je le rappelle, c'est l'application de la loi pénale à l'auteur d'une infraction. Cette action est destinée d'une part à sanctionner la personne qui a troublé l'ordre social en commettant l'infraction, et d'autre part, lorsqu'il y a eu un préjudice, à indemniser la victime de ce préjudice. L'action civile étant jointe à l'action publique dans ce cas-là. Alors, il y a deux possibilités de mise en mouvement de l'action publique. L'action publique, pour l'essentiel,
est mise en mouvement par le procureur de la République ou ses substituts, donc par le magistrat du ministère public ou du parquet, comme vous voudrez, qui lui-même est alerté soit par une constatation d'infraction par les services de police ou de gendarmerie, soit par une plainte de la victime. Je schématise, il y a d'autres situations, mais enfin, je prends les situations les plus fréquentes. Donc ça, c'est la possibilité d'action à titre principal. Et à titre accessoire, la victime elle-même peut mettre en mouvement l'action publique. Elle peut le faire soit en appelant directement la personne devant le tribunal, ça s'appelle la citation directe, c'est ce qui est le plus fréquemment utilisé, notamment en matière de diffamation, parce que le ministère public ne poursuit jamais en matière de diffamation, considérant que c'est une affaire purement privée, et donc laisse à la victime, la personne qui se prétend victime de la diffamation, la responsabilité d'engager l'action, et ça se fait par citation directe devant le tribunal, soit aussi par constitution de partie civile, c'est-à-dire que la victime se présente devant le juge d'instruction et lui déclare qu'elle entend devenir partie civile dans un procès pénal. Et donc, dans ce cas-là, la victime de l'infraction, la plaignante, met l'action publique en mouvement. C'est assez peu fréquent. Alors, dans le cas de la mise en mouvement par le ministère public, il ne faut pas oublier qu'en France, le ministère public a la maîtrise de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que le ministère public veut très bien décider, une infraction étant parfaitement caractérisée, de ne pas poursuivre. Et c'est sa liberté entière. Il peut y avoir effectivement des raisons de décider de ne pas poursuivre. Je vais vous citer un exemple qui est prescrit depuis longtemps, qui ne m'est pas arrivé personnellement, qui est arrivé à un magistrat que j'ai bien connu. Il s'agissait d'une personne dont un des enfants, bon, disons schématiquement, était anormal. Et cet enfant est mort. Et au cours de l'autopsie, le procureur s'est rendu compte que l'enfant, en fait, il a assisté à l'autopsie, le procureur, c'était le légiste qui faisait le découpage, et on s'est aperçu que l'enfant avait été noyé. Et en fait, il avait été noyé par sa mère, qui ne supportait plus la situation de cet enfant. Et bien dans ce cas-là, pour vous dire, c'était quand même un meurtre, voire même un assassinat. Le procureur de la République avait décidé de ne pas poursuivre. Parce qu'il a considéré, et je pense qu'il n'avait pas tort, que la poursuite aurait causé un trouble plus important qu'en réalité ce crime-là. Alors, c'est un cas tout à fait exceptionnel. En général, le défaut de poursuite, c'est lorsque, par exemple, le délit, l'infraction est absolument mineure, et que lorsque l'infraction a causé un trouble, un dommage, la victime a été indemnisée. Dans ce cas-là, bien souvent, on n'encombre pas les tribunaux pénaux d'affaires comme ça. Voilà deux cas. Dans d'autres pays, c'est différent. En Italie en particulier, le ministère public est obligé de poursuivre. À partir du moment où une infraction est constatée, il faut que ça aille au bout. C'est sur les rails, ça va au bout. Bon. Le procureur de la République actuellement dispose d'alternatives aux poursuites, c'est-à-dire il peut décider de classer l'affaire, mais sous condition. Par exemple, il peut imposer soit l'indemnisation de la victime, soit suivre un traitement s'il s'agit d'une infraction commise par un alcoolique, suivre une cure de désintoxication, etc. Enfin, vous voyez quelle situation ça peut être. Il y a aussi la composition pénale, la médiation pénale ou la convention judiciaire d'intérêt public. Excusez-moi, je ne maîtrise pas très bien le vocabulaire, mais ce sont des choses qui se sont produites depuis mon passage dans ces mauvais lieux, et donc je pourrais vous en parler si vous voulez, mais ce serait un peu difficile. La poursuite pénale peut avoir lieu sur convocation, par citation directe, j'ai déjà évoqué cela, par comparution immédiate,
C'est ce qu'on appelait autrefois le flagrant délit, c'est-à-dire que la personne est arrêtée, elle est immédiatement présentée devant la juridiction de jugement. Ce n'est possible que dans des hypothèses très aucune mesure d'investigation difficile n'est à réaliser. Hein. Un vol pris sur le fait, ou à condition que ce ne soit pas un crime, parce qu'en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Ou alors comparution par reconnaissance préalable de culpabilité. Alors, je ne connais pas bien le mécanisme, mais si vous avez besoin de renseignements, j'essaierai de me renseigner pour savoir un peu ce dont il s'agit précisément. Si j'ai bien compris, le procureur de la République propose, enfin, donne au... Enfin, si la personne plaide coupable, le procureur de la République propose la peine. Et je crois que c'est soumis à l'entérinement du juge. Mais ça va beaucoup plus vite. Bon, la mise en mouvement par la victime, j'en ai parlé, donc je n'y reviens pas. Alors, sur le principe, sur le procès civil, alors, ensuite, alors, là j'ai parlé de la mise en mouvement, alors ensuite, il y a je ne vais pas parler de ça, mais enfin, les débats, si vous voulez, à l'audience, l'affaire vient à l'audience. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a assisté à une audience tribunal correctionnel. Ça passe vraiment très très vite et on a quelquefois du mal à comprendre, y compris lorsqu'on est professionnel de la chose. Parce que les gens arrivent, on donne connaissance du motif de la poursuite, et puis on interroge les gens très rapidement. Et en général, alors l'affaire soit est mise en délibéré à terme, soit le jugement est rendu sur le siège, c'est-à-dire que les juges se concertent entre eux à leur bureau, si vous voulez, et immédiatement prononcent la peine. Devant la cour d'assises, c'est beaucoup plus compliqué, mais là, je pense que par le biais des médias, vous savez à peu près comment ça se passe. Je viens au procès civil. J'ai déjà évoqué le principe de la contradiction, la loyauté des débats. Tout cela, ça prend des délais. D'ailleurs, en matière pénale aussi. L'introduction du procès se fait nécessairement par citation. La citation est délivrée à la personne qui doit défendre au procès. Par conséquent, des précautions sont prises pour que la personne appelée dispose d'un délai suffisant pour se présenter et sache ce qu'on lui veut en quelque sorte, et ait la faculté de se défendre. Donc, il faut que l'assignation, si vous voulez, doit répondre à un certain nombre de conditions, notamment l'indication de la demande, c'est-à-dire ce vers quoi tend le litige, c'est-à-dire condamner un tel à payer telle somme, ou à faire tel type de travaux, etc. Et puis, il faut ensuite justifier cette demande, c'est-à-dire qu'avant d'arriver au résultat auquel on veut aboutir, il faut expliquer pourquoi, c'est-à-dire exposer la situation de fait et exposer les arguments de droit qui militent en faveur de la solution qui devrait aboutir à la condamnation. Je ne sais pas ce qui se passe à l'ampoule qui est devant nous. Bien entendu, tout cela suppose des communications de pièces entre les parties. La partie qui demande doit soumettre ses pièces à la partie adverse. La partie adverse, quelquefois, a des pièces pour répliquer. Tout ça s'effectue avant le procès lui-même, avant l'audience, si vous voulez, sous le contrôle d'un juge qu'on appelle juge de la mise en état. Et il y a donc des possibilités de réponse, d'échange, jusqu'à ce que le juge de la mise en état considère que l'affaire en quelque sorte est mûre, que les parties ont bien circonscrit la difficulté, que l'ensemble des éléments de preuve a été échangé, et à ce moment-là, on clôture l'instruction civile de l'affaire et on renvoie devant le juge. Alors, le rôle du juge au cours de la procédure, évidemment, a un lien direct avec son impartialité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse la part égale entre chacune des parties. Et puis arrive la phase de jugement. Alors la phase de jugement, elle est théoriquement orale, mais en fait, elle est très souvent, il y a, enfin, ça dépend des affaires, ça dépend des types d'affaires, mais de moins en moins de plaidoiries. C'est-à-dire que les dossiers sont bien préparés,
et sont soumis au juge. Alors, quelquefois, on a affaire à de longues plaidoiries qui développent très dans le détail l'affaire. D'autres fois, au contraire, ce sont des plaidoiries par observation, c'est-à-dire que l'avocat focalise ses observations sur quelques points qui font difficulté dans le litige qu'il soumet au juge. Alors, le juge, bon, ça peut être soit un juge unique, et malheureusement, du fait de l'insuffisance des effectifs, on a eu tendance à recourir beaucoup aux juridictions à juge unique, et personnellement, j'estime que c'est une déperdition. La formation collégiale est une formation plus sûre, à mon avis, parce que les avis se pondèrent les uns les autres, mais ça, nous en parlerons tout à l'heure. Donc, l'affaire est présentée au juge, plaidée ou non, et ensuite, l'affaire est mise en délibéré. Alors, qu'est-ce que c'est que le délibéré? Le délibéré, c'est la phase dans laquelle les juges se mettent d'accord sur la solution à adopter. Alors, en général, enfin, j'ai vécu plusieurs expériences à cet égard. Je n'ai siégé qu'en cour d'appel et à la cour de cassation, ce qui est totalement différent. En cour d'appel, le délibéré se déroulait en général en deux phases. Il y avait une première phase qui était ce que j'appellerais un délibéré d'impression. C'est-à-dire que chacun des conseillers, enfin, des juges d'appel, donnait son avis en fonction des éléments qui avaient été présentés à l'audience. C'est bien entendu ce délibéré d'impression qui aboutissait à une solution était provisoire, en ce sens que celui des conseillers, président ou conseiller, peu importe, celui des juges, qui devait rédiger la décision, lui prenait connaissance dans le détail des pièces du dossier, et quelquefois l'examen des pièces pouvait amener à, et puis l'examen bien entendu de la jurisprudence, des solutions applicables, etc., pouvait amener à atténuer, revoir, réexaminer la décision au fond. Alors, quand l'affaire était extrêmement complexe, il arrivait qu'on se réunisse une deuxième fois, mais quand on connaissait bien ses collègues, moi je l'ai pratiqué très souvent, le deuxième délibéré avait lieu par téléphone. C'est-à-dire qu'on appelait les collègues en leur disant voilà ce que j'ai trouvé dans le dossier qui ne cadre pas exactement avec ce qui avait été dit à l'audience ou ce que nous avions compris. Voilà, à mon avis, l'impact que ça peut avoir sur la décision. Qu'en pensez-vous? Et comme ça, on arrivait à aboutir à une décision. Ça se passait comme ça à la cour d'appel. La décision ensuite était rédigée par celui qu'on appelait le rapporteur, mais qui en fait ne rapportait rien. Enfin, il tartinait l'arrêt, si vous voulez. Parce que le rapport, en fait, il n'était pas fait à la cour d'appel. Le rapport, c'est un exposé objectif de la procédure antérieure et des moyens, c'est-à-dire des arguments de droit, présentés par les parties. C'est ça le rapport. Et donc, ça, c'était pas fait en général, ou très rarement. Moi, je le faisais quand j'étais rapporteur, parce qu'à la cour d'appel, la tradition de la chambre où j'étais, c'était que chacun des juges prenait tous les dossiers d'une audience. Donc, on les étudiait à fond. On étudiait à fond ce qu'on avait, c'est-à-dire les pièces de procédure. Et évidemment, on pouvait faire un rapport oral à l'audience, ce qui cadrait un peu l'affaire. Mais comme en général, les avocats reprenaient l'exposé des faits, etc., bien souvent, les juges s'en abstenaient de le faire. Et ensuite, bien entendu, il y avait le prononcé du jugement à l'audience indiquée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jugement ayant été préalablement dactylographié par les services du greffe, le jugement était rendu à l'audience publique et mis à la disposition des parties qui pouvaient à ce moment-là le faire signifier et éventuellement l'exécuter. La situation de la Cour de cassation est un peu différente en ce sens que à la Cour de cassation, les plaidoiries sont rarissimes. Elles doivent se produire sur un peu moins de 1% des affaires à peu près. Il faut dire la procédure de la Cour de cassation est une procédure enfermée dans des délais beaucoup plus stricts qu'à la Cour d'appel. Donc c'est une procédure essentiellement écrite. Alors, je vous dis, il y a très très peu d'affaires plaidées.
en 10 ans de présence à la Cour de cassation, j'ai dû en entendre peut-être 6 ou 7, pas plus, sauf les assemblées plénières, mais les audiences ordinaires, c'est pas plaidé. En fait, l'audience ordinaire à la Cour de cassation, c'est une audience, c'est un délibéré. Alors là c'est un peu différent parce que, si vous voulez, je vous parle du fonctionnement intime de la Cour de cassation. Le rapporteur, les dossiers qui sont en état d'être jugés sont distribués aux conseillers. Tous les mois, il y a une distribution de dossiers. Les conseillers qui reçoivent ces dossiers font trois documents. Un premier document qu'on appelle le rapport, qui est, comme je le disais, un exposé objectif de la procédure. Les faits, les décisions du premier et du deuxième degré et les points critiqués au niveau de la Cour de cassation. Ça, c'est le rapport. Deuxième document, la note. La note, c'est l'examen critique au sens cognitif du terme, hein, examen critique au sens... examen critique des arguments de droit présentés, étant observé que le juge ne peut trancher que ce qui lui est soumis. En droit judiciaire français, le juge n'est pas omnipotent. Il ne juge que ce que les parties veulent bien lui faire juger, à la fois en fait et en droit. Si une partie n'invoque pas un moyen de droit, le juge n'a pas le droit de l'invoquer pour elle, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public, et ils sont peu nombreux. Vous comprenez ? Donc, le conseiller fait sa note, dans laquelle il aboutit à certaines conclusions. En général, à la Cour de cassation, ça peut être que deux choses, soit le rejet, soit la cassation. On rejette le pourvoi ou on casse l'arrêt. Bon, il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis ensuite, le conseiller prépare la décision, un projet de décision qui va dans le sens de la solution qu'il préconise. Lorsqu'il a une hésitation, il en prépare deux. Il prépare un projet au rejet et un projet à la cassation. Comme ça, il est sûr de couvrir toutes les hypothèses. Ensuite, l'affaire est soumise à ce qu'on appelle, alors là c'est de la cuisine interne, ce qu'on appelle la conférence. C'est-à-dire que une quinzaine de jours avant l'audience, le président et le doyen se réunissent pour partager, enfin pour confronter plus exactement, les opinions qu'ils ont de l'étude de chacun des dossiers. C'est-à-dire que le président et le doyen travaillent en double aveugle sur les mêmes dossiers et aboutissent à une opinion qui peut soit suivre l'opinion du rapporteur, soit être différente. Et en fonction de... Alors, dans 99% des cas, le président et le doyen sont d'accord. Sans s'être concertés, ils arrivent à la même solution. Mais il arrive quelquefois qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, l'affaire est tangente, etc. Et alors, si vous voulez, cette conférence, à l'issue de la conférence, en général, c'est le doyen qui est chargé de faire ça, le doyen établit un compte-rendu de conférence dans laquelle il donne l'avis de la conférence pour que le rapporteur, sur chaque affaire, pour que les rapporteurs respectifs puissent éventuellement corriger le tir dans les solutions qu'ils ont proposées. Un point de droit qu'il a mal vu, vous voyez, enfin un raisonnement qui est allé de travers, ou enfin, différents éléments. Et ça, c'est très... Enfin, personnellement, c'est une expérience tout à fait extraordinaire que j'estime avoir vécue à ce niveau-là. Et même chose après, l'arrêt est prononcé de la même façon. Alors, au début où je suis arrivé à la Cour de cassation, le ministère public assistait à la conférence, et c'était encore plus intéressant. Mais malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme, ignorant le détail de la chose, a considéré que dans la mesure où le ministère public prenait parti dans cette affaire, il n'était plus impartial et donc il entachait de partialité
l'opinion de la conférence. Et donc, on a éliminé le ministère public, ce qui, à mon avis, a été une déperdition, parce que le ministère public de la Cour de cassation n'est pas un ministère public ordinaire, il n'est pas soumis à la subordination hiérarchique des ministères publics de première instance et d'appel, il est totalement indépendant, et c'est beaucoup plus un commissaire de la loi, comme au Conseil d'État, il y a des commissaires du gouvernement, qu'un véritable agent du ministère public, au sens où on l'entend dans les juridictions du fond. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas épuisé votre attention. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai épuisés. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de statistiques postérieures à celles de 2019. Alors, oui, pour vous donner une idée, dans les tribunaux de grande instance, ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire les tribunaux, en gros, les tribunaux départementaux, en gros, hein. Il y a des départements dans lesquels il y en a plusieurs, par exemple à Bordeaux, en Gironde, il y a un tribunal de grande instance à Bordeaux et un à Libourne. Bon. Les affaires nouvelles inscrites dans les tribunaux de grande instance en 2019 se sont élevées à 882 014. En gros, 880 000. Les affaires terminées se sont élevées à 867 000. Donc, un léger déficit de production par rapport aux affaires rentrées. Et le stock au 31 décembre s'est élevé à 849 000, en gros 850 000. Vous voyez, par conséquent, globalement, dans toute la France, globalement, il y a un an de retard dans les tribunaux. Globalement, si on se fie à ça. D'ailleurs, la durée moyenne des affaires terminées était de 10,2 mois. Alors, je me suis interrogé sur le virgule 2, je vous le livre tel quel, je n'ai pas compris. Parce que il faudrait appliquer non pas une décimale, mais une duodécimale, ce qui est un peu bizarre. Dans les cours d'appel, les affaires nouvelles se sont élevées en 2019 toujours à presque 230 000. Et les affaires terminées, il y a un écart de 3 000 en gros, 227 360 et 230 473 des affaires terminées. Donc là, les cours d'appel mordent en quelque sorte sur l'arriéré. Et le stock au 31 décembre dans les cours d'appel s'est élevé à 270 000. Je gomme, mais la durée moyenne des affaires terminées était quand même de 14 mois, ce qui montre bien qu'il est extrêmement difficile. Le délai est en limite. Au point de vue du délai raisonnable, ça pose problème. Voilà. Alors enfin, le nombre de juges. Bon, en 2019, le nombre de juges était de l'ordre de 8600 pour environ 4000 en 1970, je vous l'ai dit. Alors, j'ai trouvé des statistiques pour 2018. En France, la moyenne de juges pour 100 000 habitants était de 11. Ce qui nous met au rang de l'Espagne, 11, ou de l'Italie, 12. Mais très loin derrière l'Allemagne, 24, la Pologne, 25, ou la Hongrie, 30. Voilà. Je livre tout ça à votre réflexion et je vous remercie de votre patience parce que j'ai conscience que ça a été bien ardu. Merci infiniment, Jean-Pierre, pour tous ces éclaircissements. Alors, je suis prêt à répondre aux questions, s'il y en a, si je n'ai pas lassé votre... Oui, est-ce que je peux vous poser des questions? Oui, bien sûr. Mais d'abord, je voulais remercier Jean-Pierre pour cet exposé assez complet, même suffisamment complet. Excuse-moi, Didier, ou alors tu me répéteras, Christine, parce que je n'entends pas ce que dit Didier. Tu n'entends pas? Non. Je te répéterai, je te redirai. Vas-y, Didier. Bon. Attends, je regarde si j'ai baissé le son. Alors, moi, je vais me référer à des affaires récentes. D'abord, il a été signalé, après un certain nombre de faits divers dans les journaux, qu'il n'y avait pas assez de signalements de la police à la justice. La justice ne peut évidemment travailler que si elle est saisie. Et les policiers sont souvent au courant de ce nombre de choses. La fragilité, par exemple, d'une femme qui a été finalement agressée et tuée, alors que la justice n'a même pas été, disons, alertée. Ça, c'est le premier point. Je vais dire mes trois points, puis tu les traiteras dans l'ordre que tu veux. Oui, vas-y. Alors, le deuxième point, c'est
pour parler de choses actuelles aussi, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il va y avoir un changement dans les procès lorsque ceux-ci seront enregistrés en vue d'une diffusion publique? Attends. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Je n'ai pas entendu. J'ai entendu, là. Ça, j'ai entendu. C'est la Voilà, première question que j'ai pas très bien entendue. L'influence, disons, de l'enregistrement filmé et audio, bien sûr, est-ce que ça va changer quelque chose? Et troisième question qui est également suite à un fait récent, suite à des propos factieux de la part de militaires, ceux-ci ont été non pas jugés, mais sanctionnés par la ministre de la Défense, je crois. Alors, la question est la suivante. Quel est le lien entre les tribunaux militaires et la justice civile? Est-ce qu'à un certain moment, effectivement, le débordement fait que l'affaire doit être traitée par la justice? J'ai bien compris. Voilà. Alors, le premier point, Jean-Pierre, que pose Didier… C'est le problème relation police-justice. Oui, en gros. voilà. Mais il n'y a pas suffisamment de signalement de la police vers la justice. Le deuxième point, c'est est-ce que les procès filmés vont changer quelque chose? Et le troisième point, c'est les propos factueux de la part des militaires vont-ils être jugés par les tribunaux militaires uniquement ou par les deux ou par un seul? Il n'y a plus de tribunaux militaires. Voilà, c'était je voulais le vérifier parce que dans mon souvenir, il n'y avait plus de tribunaux militaires. Ça a été supprimé. Donc, alors, relation police-justice, c'est un duo difficile parce que il faut bien se mettre à la place à la fois à la place du policier et à la place du juge. Hein? Policier, enfin, je caricature volontiers, ça vous fera rire. Policier, il joue aux gendarmes et aux voleurs. Quand il a attrapé son voleur, il voudrait bien qu'on continue à le tenir sous la main et à le bloquer. Bon. Et quelquefois, dans la perception, pas seulement la perception d'ailleurs, lorsque l'on se livre à un examen approfondi de la procédure qui a été établie par la police, on ne trouve pas ou on trouve difficilement des moyens de justifier, par exemple, une mise en détention. Parce que c'est ça, en fait, que les juges reprochent. Quand ils ont arrêté quelqu'un, non, les policiers, ils reprochent aux juges de les laisser repartir. Alors, actuellement, si vous voulez, le problème, c'est de replacer l'action judiciaire dans son contexte. Qu'est-ce qui donne aux juges, en quelque sorte, la température de la volonté pénale de la population? C'est la cour d'assises. La cour d'assises, c'est le lieu privilégié où s'exprime la souveraineté populaire dans le sens le plus large du terme, puisque les règles de majorité des cours d'assises sont faites de manière telle qu'il faut une majorité de jurés pour qu'une décision défavorable à l'accusé soit prise. C'est toujours une majorité de 8 voix au moins pour qu'une décision défavorable à l'accusé soit prise. Et dans 8 voix au moins, c'est 5 jurés et 3 juges d'office. 3 juges qui sont considérés d'office comme étant répressifs. Donc si vous voulez, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord la cohérence de la répression pénale. Il est certain que j'ai personnellement, quelquefois, je me suis laissé emporter, je me rappelle très bien cette affaire, je n'avais pas dormi pendant plusieurs nuits, où je m'étais laissé en quelque sorte influencer par un commandant de gendarmerie, c'est la gendarmerie, mais ça aurait pu être la police aussi bien, où j'avais placé, à l'époque, le ministère public, dans la procédure de flagrant délit, pouvait placer les gens sous mandat de dépôt. Pendant 24 ou 48 heures, il fallait réunir le tribunal très vite, mais on pouvait placer sous mandat de dépôt. Et je me rappelle avoir, à l'époque, placé sous mandat de dépôt pauvre diable, qui avait bien sûr commis un délit, c'était incontestable, le délit était punissable d'emprisonnement, etc.
Mais je m'étais laissé emporter par l'enthousiasme du gendarme, et quand j'avais réfléchi après, je me disais que le délit qu'il avait commis ne valait pas un quart d'heure de mise en détention. Or ça les policiers ont du mal à le comprendre. Parce que eux, si vous voulez, l'arrestation du présumé coupable est l'aboutissement de leur travail. Et pour eux, cet aboutissement ne peut entraîner qu'une sanction immédiate. Alors, on arrive à une situation semblable dans les affaires gravissimes, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la mise en détention a été entourée par le législateur, hein, c'est plus la police, là c'est la loi qui le dit, d'un grand nombre de précautions et de justifications. Autrefois, le juge plaçait les gens sous mandat de dépôt, point barre. À cette époque, je vous parle d'une affaire qui remonte à plus de 40 ans, quand j'ai placé ce bonhomme sous mandat de dépôt, je n'ai eu qu'à signer, sous mon autorité, le mandat de dépôt de procédure de flagrance. Mais en réalité, après, il faut juger. Et quand on juge, on ne peut pas, on est bien obligé d'établir des comparaisons et une espèce d'homogénéité et de proportionnalité entre les différentes infractions et la gravité qu'elles supposent par le trouble social qu'elles ont causé. Et donc, il peut y avoir quelquefois des différences, des divergences d'appréciation entre la police et la justice. Et ça, malheureusement, c'est irrépressible. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être supprimé. Bon. Alors, à propos des signalements, bon, les dernières informations que j'ai vues dans l'affaire dite d'Ayange, en fait, il y aurait eu un signalement de l'administration pénitentiaire et apparemment un loupé. Comment le papier portant le signalement a-t-il été transmis? Entre les mains de qui a-t-il été remis? A-t-il été confié au courrier ordinaire? L'importance du signalement, l'attention a-t-elle été attirée sur l'importance du signalement? Le courrier d'un parquet, même d'un parquet, j'étais dans un parquet départemental en Charente, qui n'est pas un département réputé pour être grandement criminogène, mais le courrier, c'était des piles énormes de papier qui arrivaient. Alors, si un signalement arrive sans être signalé, sans être recommandé par une intervention verbale, etc., il se peut qu'il soit parti dans un fond de corbeille, ou tout simplement emporté par un trombone qui reliait 4 procès-verbaux et qui soit parti. Il y a certainement une faute dans cette affaire, mais malheureusement, il y a des situations… Et la justice est humaine. Hein. Oui, non, il y a des situations… Moi, je vais vous raconter une histoire. Comment ? 9h20. Catherine regarde la pendule et me dit 9h20. Bon, quand vous serez lassé, vous me le direz. Oui, on C'est intéressant. Je raconte une histoire. On aime les histoires. J'étais à l'époque au parquet d'Angoulême, et il y avait un pauvre diable, je crois qu'il était portugais ou peu importe, un pauvre diable qui ne comprenait pas bien le français, qui fait une demande de mise en liberté. Il était détenu, à l'époque on appelait ça détention préventive. Il était détenu par le juge d'instruction. Le juge d'instruction le remet en liberté. Et au moment où le juge d'instruction le remet en liberté, je me suis toujours posé la question de savoir si ce n'était pas une vacherie du greffier à l'égard de quelqu'un. Le greffier porte l'ordonnance de mise en liberté, donc impliquait une transmission immédiate à la maison d'arrêt et une levée d'écrou dans l'heure qui suivait, parce que sinon c'était le crime de séquestration. Hein. Et il y avait à ce moment-là au secrétariat du parquet une gourde, excusez-moi de dire ça, elle était plus sotte que mes chaussures,
elle a pris le papier, elle a pris l'ordonnance, elle a dit « Ah, c'est l'ordonnance, ben, il va signifier ». Et elle a mis ça dans la case de l'huissier. Heureusement, il y avait à Angoulême un huissier assez diligent, qui, voyant ce papier et se disant « ça brûle », fonce à la maison d'arrêt et va dûment signifier, puisqu'on lui avait demandé, va dûment signifier, selon les règles prévues par les applicables aux huissiers, il va dûment signifier au type qu'il est mis en liberté. Et alors le type, il prend son beau papier bleu, il rentre en détention, et puis il le montre aux copains. Et les copains lui disent « mais tu es libre ». « Comment je suis libre ?» Il avait son ordonnance de mise en liberté. Mais personne n'avait prévu de faire ce qu'il fallait. Et évidemment, heureusement, les copains ont tambouriné sur les portes de la... C'était un emprisonnement collectif, pas cellulaire à l'époque. Donc, on tambourinait sur les portes de la pièce. Et le gardien, ils ont alerté le gardien, qui évidemment a alerté le parquet. Et immédiatement, on a ordonné la levée d'écrou dans l'heure qui a suivi. Mais ce garçon-là, il aurait pu passer 2, 3, 4 jours de plus en détention pour une bêtise d'employé. Une secrétaire idiote qui, au lieu de, voyant ordonnance, on signifie, alors qu'il fallait mettre en liberté immédiatement et faire une levée d'écrou. Voilà. La pharmacie. Pour donner un exemple, si tu veux, des couacs qui peuvent survenir. Jean-Pierre, pour revenir à l'histoire de Didier, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, défend la protection des droits de la défense et donc a proposé une loi pour la confiance dans la justice qui a été votée donc le 25 mai. Cette loi, c'est pour les procès filmés, les droits renforcés dans les enquêtes préliminaires, le secret des avocats élargi, la fin des réductions de peine automatiques, mais cette loi doit être examinée au Sénat en septembre. Est-ce qu'il est normal d'entendre notre garde des Sceaux dire le problème de la justice, de la police, c'est la justice, à partir du moment où ça n'a pas encore été examiné par le Sénat? C'est pas lui qui a dit ça. Hein. Non, c'est pas lui qui a dit ça. C'est pas lui qui a dit ça, sauf erreur de ma part. Ah, d'accord. C'est un syndicaliste policier. Ah, d'accord, d'accord. C'est un policier qui a dit le problème de la police et la justice. Oui, oui. Non, ce que je voulais dire, enfin là, bon, j'ai eu le tort de ne pas regarder le projet de loi, effectivement, j'avais vu qu'il y avait un projet de loi. Mais alors je réponds sur le troisième. Attendons qu'il soit voté. Attendons qu'il soit voté. Le 25 mai. Qui est le problème de la publicité des débats. Moins de la publicité, parce que les débats sont publics, de l'enregistrement et de la diffusion des débats. Je suis très méfiant à l'égard de ça. Pas l'enregistrement. Que l'on veuille enregistrer des procès et conserver une trace de ce qui a été dit, ça ne me gêne pas. À l'inverse, que l'on fasse de la justice un spectacle télévisuel, parce que ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y aura des chaînes qui diffuseront à longueur de journée des débats. C'est dangereux parce que d'abord, on peut débattre. Bon, bien entendu, il y a les audiences dans lesquelles il y a le huis clos qui est prononcé lorsque certains intérêts sont en jeu qui font que la publicité est contre-indiquée. Mais même, de toute manière, les jugements doivent être rendus à l'audience publique. Quel est l'intérêt que peut avoir le public à savoir que M. X ou Mme Y a été pénalement poursuivi sous tel type d'incrimination, qu'ensuite, le tribunal a estimé que l'incrimination reprochée n'était pas justifiée, mais qu'il y en avait une autre moins grave, etc. Enfin, moi tout ça, ça me paraît de nature à porter atteinte à la sérénité de la justice. Mais même aussi, je trouve que c'est un peu risqué parce que la personne est filmée pendant son procès, etc. Finalement, la justice décide que, bon, c'est pas si grave, etc. Mais elle a été filmée et Absolument. les gens ont vu. Donc, c'est un préjudice moral qui est énorme. C'est en tout cas une atteinte à l'honneur, d'autant que ces enregistrements
combien de temps vont-ils être conservés? Je ne sais pas ce que dit la loi ou le projet de loi. Actuellement, c'est un projet, même si ça a été voté par le Parlement, ce n'est pas une loi encore. C'est examiné au Sénat en septembre. Oui. Non, mais je veux dire, combien de temps ces archives vont-elles être conservées? Et à quelle fin vont-elles être utilisées? Seront-elles présentées de façon intégrale? Seront-elles tronquées? Je veux dire, et à partir du moment où elles entreront en quelque sorte dans le domaine public, comment pourront-elles être protégées? Seront-elles protégées? Est-ce qu'un téléchargement sera exclu ou non? Et à partir d'un téléchargement, est-ce qu'on ne pourra pas faire des montages, etc. Je veux dire, moi, je suis vraiment, à cet égard, extrêmement dubitatif, et je pense que ça peut gêner non seulement globalement le jugement, mais même la défense, même l'accusé. Même, vous savez, je parle surtout, j'ai surtout connu pour moi la cour d'assises, mais c'est une épreuve de comparaître en cour d'assises. C'est une épreuve non seulement pour l'accusé, bien sûr, mais aussi et surtout pour les victimes. Vous n'imaginez pas, et même quelquefois pour les simples témoins. Il m'est arrivé d'avoir des témoins littéralement bloqués, incapables d'ouvrir la bouche. Ils avaient été cités pour s'exprimer sur des faits dont ils avaient eu connaissance. Ils ne pouvaient même pas ouvrir la bouche. Je me souviens d'une femme elle était à la barre devant moi à quelques mètres à la cour d'assises à Bordeaux. Elle avait pris un mouchoir et elle a tordu son mouchoir. Et ça a duré plusieurs minutes, et j'avoue que je ne savais vraiment pas comment arriver à... Et à la fin, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de l'enguirlander. J'ai pris ma plus grosse voix possible, mon air le plus méchant possible, et curieusement, le choc que je lui ai imposé en lui parlant comme ça, tout en étant poli, etc., bien sûr, je ne vais pas traiter tout le réseau, l'a débloqué. Mais je trouve que personnellement, je suis très sceptique sur ces vertus. Alors, je sais qu'on a filmé le procès Barbie à Lyon. À ma connaissance, c'est le seul qu'on ait filmé. On a des archives cinématographiques des procès qui ont été faits au moment de la Libération. Ce ne sont pas des archives complètes. Je veux dire, le procès n'a pas été filmé dans son intégralité. Je suis très réservé. Très réservé. Et sur l'interdiction des réductions de peine automatiques? Pas totalement une interdiction si le projet de loi parle de... La fin des réductions... ça dépend de la durée de la condamnation. Je crois que le projet est plus complexe, mais il faut attendre de toute façon de le lire. Il faut attendre, mais quoi qu'il en soit, je vous dirai quelque chose. D'abord que ça passe au Sénat et ça reviendra à l'Assemblée, vraisemblablement. Oui, mais vous savez, nous avons un système pénitentiaire qui est loin d'être le meilleur. Et que très souvent, les amnisties ont été utilisées pour relâcher la pression. Parce que sinon, il y avait des explosions, des mutineries, dans les prisons. Et donc, il y a eu, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait systématiquement, à chaque élection présidentielle, une loi d'amnistie qui qui supprimait des parties de peine. Alors, vous savez, on a mis en place des fractions de peine incompressibles. Il faut voir un peu ce qu'est la vie en prison. Je crois que le risque, c'est de transformer les détenus en bêtes fauves. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui vivent avec eux, qui sont les gardiens, qui doivent assurer le fonctionnement. Et si nous n'avions pas de gardien de prison, je ne sais pas comment cela se passerait. Donc, si vous voulez,
je redoute beaucoup des mesures qui sont des mesures destinées à faire plaisir à une fraction de l'opinion, à essayer de rallier, de grappiller des voix à droite ou à gauche en vue d'une élection prochaine. Je pense qu'il est bien plus sage de laisser faire les juges d'application des peines qui, en fonction d'une situation spécifique, individuelle, bien pesée, sous le contrôle du ministère public, avec le concours des agents pénitentiaires, leur laisser à eux l'éventualité d'une réduction de peine, d'une libération conditionnelle, mise en liberté surveillée, etc. Mais je suis assez dubitatif quant à l'utilité de ce genre de mesures. Voilà. Mais je vous délivre un sentiment personnel. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Denis, tu n'avais pas de questions? Oui, moi j'ai une question, Jean-Pierre. Le syndicat de la magistrature, alors d'abord, pourquoi il en faut un? Pourquoi qu'un? Quel est son rôle? Alors, est-ce qu'il y a une pression sur les collègues juges venant de ce syndicat? Alors, en fait, je ne sais plus, je ne peux pas te dire à quand remonte la syndicalisation, le syndicalisme judiciaire. Il y a eu, à l'origine, le plus ancien syndicat judiciaire s'appelle l'Union syndicale des magistrats, USM. À quelle époque a-t-elle été créée, je ne saurais le dire. C'était un rendez-vous de personnes de bonne compagnie, disons. Après la création de ce qui s'est appelé ultérieurement l'École nationale de la magistrature, parce que ça s'appelait à l'origine le Centre national d'études judiciaires, ça a été créé, je ne sais plus maintenant précisément quand, ça a dû être créé, mettons dans les années 58, postérieurement c'est dans les grandes réformes de Bray, je crois. Un certain nombre de jeunes juges avaient quand même des envies de secouer un peu le cocotier, considérant que la justice française fonctionnait par et au bénéfice d'une catégorie sociale de Français. Disons-le comme ça, pour être enveloppant. Ces magistrats ont donc créé, je pense un peu par provocation, une organisation professionnelle qu'ils ont appelée le syndicat de la magistrature, qui a préconisé un certain nombre d'actions et qui s'est signalé, plutôt dont certains membres se sont signalés par des comportements, disons, inhabituels, mais légaux, dans certaines affaires. Je pense en particulier à l'utilisation d'une mandat de dépôt dans le cadre d'homicides involontaires provoqués par résultant d'inobservation de règles de sécurité dans le domaine du travail. Et il y a donc eu certains chefs d'entreprise, qu'il s'agisse d'entreprises du bâtiment ou d'entreprises industrielles, qui se sont retrouvés derrière les barreaux. À l'époque, ça a beaucoup remué dans Landerneau. Depuis, ça s'est grandement assagi. Mais si tu veux, le rôle des unions de magistrats, qu'il s'agisse du syndicat de la magistrature ou de l'Union fédérale, il y a un autre syndicat dont j'ai oublié le nom qui a été créé récemment, a été rendu nécessaire par un certain nombre d'institutions, et notamment la représentation des magistrats au sein de différentes commissions, et notamment du Conseil supérieur de la magistrature. Et à cette occasion-là,
si tu veux, les différentes organisations professionnelles de magistrats ont présenté des listes de magistrats sous leur étiquette, qui ont été élus à différents degrés pour les représenter au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ça répond à ta question, Denis? Oui, oui, effectivement. Alors, je ne veux pas monopoliser le débat. Non, mais c'est une question qui est intéressante parce que c'est vrai que à une époque, à l'époque où ça s'est produit, c'était à peu près contemporain de l'époque où j'ai commencé mon activité professionnelle. Ça a été véritablement un coup de tonnerre. Je me souviens, enfin, il y avait eu un notaire aussi dans une affaire. Un Bruyan-Artois. Voilà, l'affaire de Bruyan-Artois. Ça avait bougé. Voilà, ça avait fait. Je me souviens, il y avait des hommes politiques qui s'agitaient, qui étaient. Mais tout ça n'était pas illégal. Simplement, c'était inhabituel. Et quel pourcentage les syndicats, en général, c'est un faible pourcentage des syndicats de la magistrature, j'ai l'impression que c'est plus important, non? Non. Le syndicat de la magistrature, on parle beaucoup de lui, mais en fait, numériquement, il est minoritaire dans le corps. Les membres du conseil du syndicat de la magistrature sont très minoritaires dans le corps. Mais je n'ai pas d'informations chiffrées, si tu veux. Je ne peux pas répondre de manière scientifique, si on peut dire, à ta question. Mais c'est vrai que ce sont eux qui ont les positions les plus en pointe, souvent, et qui, par conséquent, leurs positions sont relevées par les médias et répandues dans la presse. Mais en fait, si tu veux, la majorité des magistrats, je crois, n'est pas affiliée à une organisation professionnelle. Il peut y avoir des sympathies, mais je ne pense pas que la majorité des magistrats soient syndiqués. Et parmi les syndiqués, la majorité, c'est plutôt l'Union syndicale des magistrats, qui est réputée plutôt conservatrice, disons grosso modo. Modérée. Voilà, modérée. Merci Claude. Enfin, l'existence des syndicats condamne un peu l'indépendance du parquet, car le parquet dépend du garde des Sceaux qui est élu, tandis que là, ça serait différent, parce que les syndicats conserveraient une influence tout de même sur le parquet, par l'intermédiaire de leur monde. Tout ce que je vous ai dit, évidemment, c'est subordonné à la résistance individuelle. Il y a des garanties statutaires, mais en fait, l'impartialité ou l'indépendance, c'est chacun qui la forge. Et ceci étant, un magistrat du ministère public qui agirait conformément à des consignes syndicales en contradiction avec les consignes du garde des Sceaux, il serait assez vite devant la commission de discipline du parquet. Hein. Je pense. Et à juste titre, d'ailleurs. Mais de toute façon, bon, le parquet, il exerce des poursuites. Mais ça s'arrête là. Alors, je sais bien qu'une poursuite, ça peut faire du dégât, notamment sur l'honneur des personnes, parce que ça entache un peu l'honneur, même si en fait, ça ne devrait pas l'entacher. C'est un peu comme la calomnie. Ouais. Quelque chose. Ça a un certain apparentement. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir quelquefois, volontairement, pour cadrer les gens, de les avoir quelquefois engagé des poursuites dont je savais qu'elles aboutiraient à une relaxe, mais pour montrer aux gens qu'il y avait une limite. Ça m'est arrivé, je l'ai fait.
J'avais sur ce point, je n'avais jamais reçu d'instruction de qui que ce soit. Mais simplement, des gens qui avaient un comportement un peu marginal dans certains types d'affaires, il était bon qu'ils sentent le vent du boulet, même si le boulet ne leur tombait pas dessus. C'était quelquefois peut-être salutaire pour eux. J'ai la faiblesse de le penser. Et peut-être aussi pour les autres, d'ailleurs. Et sans doute pour les autres, oui. Par votre conséquence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que je ne vous ai pas épuisé quand même. Non, C'était très intéressant. Très intéressant parce qu'est-ce que ça a évolué les dernières réformes. Oui, mais même j'ai dû me remettre au courant parce que après plus de 10 ans de retraite, il y a des tas de choses qui ont changé. Merci de ce travail. Oui. Non, mais c'est pas. Je l'ai fait avec beaucoup d'intérêt. J'ai eu la chance d'avoir un métier passion. Et nous, on a la chance que tu nous aies bien expliqué tout ça. Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas facile de s'y retrouver. Non, mais si vous voulez, il y a toutes sortes d'éléments de confusion. Et puis, il y a surtout le fait que ça n'est pas enseigné du tout. Non. Et donc, il y a deux choses qui ne sont pas enseignées. Le droit est devenu très complexe, de sorte que même les professionnels ont du mal à l'appréhender dans sa totalité. Donc, a fortiori, les non-professionnels. Et le fonctionnement de l'institution judiciaire est quelque chose de totalement méconnu de la part de la quasi-totalité du public. Absolument. Ils ne connaissent que ce qu'ils voient à la télévision. Donc, le droit américain. Voilà. C'est pas forcément la meilleure des choses. Je dirais la procédure américaine. Bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Bravo encore. Avec plaisir. Et à bientôt. Et jeudi prochain, samedi, il y a le samedi théologique. Oui, samedi, il y a samedi théo, oui, j'ai vu. Voilà. Merci. Eh bien, à très bientôt. Bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne nuit surtout. Oui, bonne nuit.